Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'hémicycle de l'Assemblée nationale a servi de cadre ce matin pour la présentation des membres des commissions générales permanentes issues de la séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022. Cette session durera 3 mois. Hamza Sakou pour le compte-rendu. Après la mise en place du bureau exécutif de l'Assemblée nationale, les travaux de cette séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale, se poursuivent. Sous la présidence du premier responsable de la dite institution, M. Seyni Omar, les élus nationaux se sont attelés à la présentation des membres des bureaux des 7 commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale. Ainsi, il ressort de cette présentation des présidents des commissions. Ibrahim Khalifa Abdurrahman, président de la commission des affaires économiques et du plan. Assimi Tahirou, président de la commission des affaires sociales et culturelles. Muntari Kalla, président de la commission des affaires générales et institutionnelles. Madame Hafsatou Jibrila, présidente de la commission du développement rural et de l'environnement. Mahamadou Karidjo, président de la commission des affaires étrangères et de la coopération. Moukele Issa, président de la commission de la défense et de la sécurité. Et enfin Isaac Assouman, président de la commission des finances et du budget. Toutes ces commissions sont donc renvoyées à leurs services respectifs pour une durée de 12 mois à compter du mardi 19 avril dernier. Le ministre de la Communication, Mahamadou Zada, a passé sa première nuit en détention hier mardi dans la prison civile de Kolo. Le grief à lui reproché remonte à l'époque où il dirigeait la Sopamine. Est-ce la vraie opération Boulala, comme aime l'appeler l'autre que le président Mohamed Bazoum entame ainsi? Voyons cela dans cet éditorial signé la rédaction Labari. L'affaire Sopamine Tanadi a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et pour cause l'implication des membres du premier gouvernement de la Renaissance, acte 3, en l'occurrence son ministre de la Communication, Mahamadou Zada, pour ne pas le citer. Pour nombreux observateurs, cette affaire constituait l'épine dans le pied de la Renaissance, acte 3, dont le porteur Mohamed Bazoum a solennellement pris l'engagement le 2 avril 2021 au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi, lors de son investiture, de ne ménager aucun effort pour combattre sans relâche la corruption et le détournement de deniers publics. Un an après, même si pour beaucoup de concitoyens, le président Bazoum tarde à dépoussiérer certains dossiers, telle l'affaire du ministère de la Défense nationale, Moukouri Guet, Africarel, pour ne citer que cela, force est de reconnaître qu'il fait quand même mieux que son prédécesseur Issifou Mahamadou. En effet, de l'histoire politique du Niger, jamais la corruption et le détournement de deniers publics n'a atteint un certain degré comme sous le règne de l'enfant de Dandaji. Issifou Mahamadou, qui avait du plaisir à envoyer des hommes en prison pour mieux diriger à sa guise le pays, certains accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, et pour d'autres, il est allé jusqu'à fouiner dans leur vie conjugale pour trouver des prétextes et les envoyer en géole. Et ce n'est pas un certain ministre d'État, Abdoulabo, encore moins l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, qui nous diront le contraire. Sous la Renaissance, actes 1 et 2 d'Issifou Mahamadou, les vrais grands prédateurs des deniers publics sont des héros. Et même pris la main dans le sac, ces prédateurs font seulement l'objet d'un changement de poste pour les membres du gouvernement et d'un soi-disant remboursement des frais indûment perçus pour des opérateurs économiques et autres. Des comportements qui ont terni davantage l'image de la Renaissance, car avec le président Issifou, les Nigériens se sont rendus à l'évidence que les roses étaient plus théoriques que pratiques. Ceux-là même qui criaient sous la 5e République Tanjanaga Kwana Hamanaga Swata, autrement dit que Tanja est en train de somnoler, Hama lui de fait que piller l'État. Mais tellement l'histoire est têtue et à l'épreuve des faits, ces champions en dénonciation ont fait pire en 10 années avec la complicité du président de la République en personne, Issifou Mahamadou. Et raison pour laquelle, le 2 avril 2021, quand le nouveau président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, affichait sa détermination à combattre ce fléau,
Nombreux observateurs n'avaient pas accordé de crédit à ces propos. Il a fallu l'arrestation d'un certain Ibou Karadje, un grand militant du PNDS Taria au niveau du 5e arrondissement communal de Niamey, suivi de l'arrestation d'un militant d'un parti allié à Tawa dans une affaire de détournement et l'épilogue de l'affaire Sopamine Tanadi ayant emporté comme un tsunami le ministre de la Communication Mahamadou Zada jusque dans les méandres de la prison civile de Terra, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. L'incarcération d'un ministre de la République, même si les faits à lui reprocher sont antérieurs à son arrivée au gouvernement, se veut un signal fort du président de la République à en découdre avec ces pratiques qui n'ont fait que ruiner le pays au détriment de quelques individus véreux et quipudes. Monsieur le Président, les Nigériens ne demandent que justice, justice, justice. Rien que la justice, dixit un journal de la place dans une de ses récentes parutions. Eh oui, la justice, la vraie et non celle à double vitesse dans laquelle ceux qui s'en prennent à des miettes sont envoyés en prison pendant que la bande d'Ali Baba, elle, se la coule douce dans des grosses cylindrées et immeubles genre hollywoodien. Le comité d'organisation des activités entrant dans le cadre du Gala de la République accueilli par le Niger le 17 décembre 2021 a animé un point de presse ce matin au siège de la Fondation Noura. Il s'est agi pour ce comité de dresser le bilan moral et financier de l'organisation de cet événement. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. L'organisation a été parfaite. 4 mois après l'organisation du Gala de la République tenu le 17 décembre 2021 à Niamey, l'heure est au bilan. Un bilan que le président du comité d'organisation juge satisfaisant sur le plan moral et financier. On peut dire que l'organisation a été parfaite. La sécurité a été assurée. L'organisation matérielle a été vraiment au point. Je profite alors pour remercier vivement encore une fois de plus les présidents des différentes sous-commissions qui ont œuvré jour et nuit, en tout cas une semaine au moins, pour que le résultat que nous avons observé puisse être tel que nous l'avions souhaité. Pour organiser les activités du Gala de la République, nous avons uniquement demandé aux privés, ça veut dire aux personnes physiques et morales, de contribuer. Ça veut dire que nous n'avons pris aucun franc de l'État, des caisses de l'État. Tout a été financé par des bonnes volontés. Eh bien, nous avons mobilisé 559 533 290 francs en espèces, en cash. Le cash qu'on a mobilisé, je dis, c'est 559 533 290. Les dépenses se sont élevées à 307 787 520 francs. Donc, quand vous regardez, la plupart, 86,98% sont allés dans la prise en charge des joueurs, les locaux et les internationaux. Ce qui fait un reste en cash de 251 745 770. Le président du comité d'organisation, Daouda Takoubakoy, a auparavant rappelé l'intérêt pour le Niger d'avoir organisé un tel événement avant de remercier tous les acteurs ayant contribué à cette prouesse. Si on n'avait pas organisé cet événement, il n'y aurait pas cette mobilisation. Donc déjà, ça c'est un intérêt direct aux bénéficiaires qui sont les membres de nos FDS. Le deuxième intérêt qu'on a tiré pour toute la nation, le Niger a été le centre du monde, en tout cas sur le plan sportif et footballistique, durant au moins une semaine, où partout on parle que du Niger, en bien. Ça veut dire que les gens ont oublié quand même certaines connotations qu'on nous prêtait depuis longtemps, depuis toujours, pendant une semaine. Et ça, ce n'était pas rien. Troisième chose, vous avez vu que ceux qui ont fait le déplacement, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils sont venus au Niger. Et certains aussi sont venus au Niger après une grande transformation. Tous ceux qui étaient au Niger étaient très très étonnés de voir comment est-ce que la presse internationale parlait du Niger et comment ils ont trouvé notre pays. Et pour un pays, ça, ce n'est pas petite affaire comme on dit.
À noter que ces 251 millions de francs CFA et ces 100 logements sociaux ont été officiellement remis à la Fondation Nour de la Première Dame qui, à son tour, va les mettre à la disposition des familles des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Hassana Kimba est membre de la troupe de danse traditionnelle Soukabe de Baleyara. Son ambition dépasser son idole nigériane Moma Gombe. Le studio Kalangu est parti à la rencontre de la dite troupe de danse. Danser, c'est la passion de Hassana Kimba, membre du groupe traditionnel Soukabe de Baleyara. Cette passion crée parfois des tensions entre elle et ses parents, mais avec le dialogue, elle arrive toujours à faire accepter sa passion. Lokatirano haifo kain fogete am yegi bisubay nar mai fandara wallahi dai kai kom dai ka ai mamadu ai ga kano ai ga fahaman dino ai mina se nan gawo kirgo kai imirno fondirum ko halde igin kirno fond aga ha to matono ai kan gottaw ai gine ai mi fatta ko te jerbiya tintini ai gine se imi suru isambirse ayo permission et collège permission ay dira irgin côté jour ma kirgba di ka ngeno go be hanka igiti. Le groupe de danse a été créé en 2016. Pour le manager du groupe, c'est après avoir remarqué l'absence d'une troupe culturelle que l'idée de création lui est venue. On a commencé avec 6 filles. Ils sont tous des élèves, ils sont en classe de 5e. C'est comme ça qu'on a commencé. Maintenant, je l'ai appelé, j'ai dit bon, les filles, est-ce qu'on ne doit pas créer un groupe de danse qui s'appelle le groupe Soukabe traditionnel? Et vraiment, ils étaient contents de cette réaction que je demandais à eux. Maintenant, après, ils sont venus, on a échangé. Vraiment, ils sont d'accord. Et je suis allé voir ses parents. Et là où moi je suis fier, j'ai eu vraiment l'accord de ses parents. Pour Hassana Kimba, la présence d'un garçon à leur côté est un atout. Aussi, son ambition est de dépasser son idole nigérienne, Momi Gombe. Inde irte a fallam ay kul kirgi ngite ir wana lakalo rangum bwagi ngati ngum bokan ning kam wan gaksina ingum bwagi ngi padan kayir man sambir wana bangaira kirkan danke fulbe wodin degi te gan cintumu kan kane sai wani bafunara dikko ingu wan gano na yite ingu no kane sai ay gibara mo halmatu masu dai gudum bai gitin giton tai wani fara am kan gi bismata kai wote watu Momi Gombe gano kan agoti ai go gano silver halmatu masu me ai gba wat kai go gano te ai gba ai mutanton a wani gano ragi biswa kan agoti. Aujourd'hui, le groupe de danse participe activement aux événements culturels ainsi qu'aux compétitions nationales. Depuis 7 ans, Mariama Mamoudou Jibo travaille pour améliorer les conditions de la femme nigérienne via l'ONG FADA, Femmes, Action et Développement. Une expérience riche d'enseignement qu'elle partage dans cette interview du studio Kalangu. Depuis toujours, je m'intéressais à la collaboration, au fait de vouloir aider les autres naturellement depuis étant enfant. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'étudier le droit, les droits humains, le droit international humanitaire. Si aujourd'hui je suis à ce niveau, je suis en train de faire ce que je fais actuellement, c'est parce que j'ai eu beaucoup de soutien, déjà de la part de mon père, qui depuis toujours n'a jamais fait de différence entre enfants, filles et garçons. Il m'a toujours encouragé vraiment à donner le meilleur de moi, aller au-delà. Et à la fin de mes études, je devais faire mon stage dans une organisation de la place pour en apprendre davantage sur les droits. Et par un peu hasard, je dirais, je suis tombée sur l'ONG FAD. Et plus j'étais dans la boîte, plus
choses, j'apprenais des choses sur la situation des femmes, sur les injustices dont elles sont victimes et sur tout ce qu'on peut faire en tant qu'individu, en tant qu'organisation afin d'aider les femmes. On rencontre plusieurs difficultés, souvent au niveau des femmes elles-mêmes qui ne comprennent pas la nécessité du changement. Elles sont tellement habituées à certaines situations qu'elles ont peur du changement. Et il y a les hommes, bien évidemment, qui ont peur de ce changement, qui pensent qu'en édifiant, en conscientisant leurs épouses, elles vont se rebeller vis-à-vis d'eux. Souvent, pendant les activités, même, il y a des gens qui nous insultent, qui tiennent des propos qui ne sont pas vraiment courtois. Mais on fait avec parce que nous avons notre objectif. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir plusieurs stratégies. C'est pourquoi dans chaque localité, nous avons des points focaux. Nous essayons d'élaborer d'étroites collaboration avec les leaders religieux et coutumiers car leurs voix sont vraiment importantes. Et aujourd'hui, moi-même dans ma famille, je vois tellement de femmes en train de souffrir de tellement de choses que je suis obligée de vouloir impacter, apporter ma modeste contribution dans le changement afin d'améliorer les situations. Mon message particulier pour les femmes nigériennes, c'est vraiment la conscience personnelle. Personne ne va changer les choses à notre place. Il faut que nous-mêmes on prenne conscience de notre situation, de notre condition et qu'on s'engage à la changer. Aujourd'hui, chacun a un pouvoir en soi et ce pouvoir est davantage présent chez les femmes au vu de tout ce qu'elles font. Donc, il est nécessaire qu'on cesse de tendre la main, qu'on cesse de vouloir dépendre de quelqu'un, mais qu'on prenne notre destin en main. Du sport avec le tirage au sort de la CAN 2023 Côte d'Ivoire, suivant la réaction du sélectionneur Jean-Michel Cavalli. En ce qui concerne le tirage au sort, je pense qu'on aurait pu tirer, on aurait pu avoir un meilleur tirage. Bon, et éventuellement, ça aurait pu être aussi un petit peu plus compliqué également. Mais bon, voilà. Ceci étant, la grosse déception, c'est de ne pas jouer à domicile. Parce que bon, c'est dommage de ne pas pouvoir défendre ses chances à domicile quand ça s'appelle le Niger. Ensuite, l'Ouganda, la Tanzanie sont des équipes de l'Est, des équipes on n'a pas trop l'habitude de jouer et qui sont des nations du même niveau que la nôtre ou avec peut-être un petit peu plus d'expérience pour certaines. Mais voilà, il va falloir compter que sur nous. Voilà. Le plus important, ça sera d'être performant contre ces deux équipes. Je pense que la partie des qualifications se feront surtout par des victoires à domicile. Et voilà, ils auront cet avantage de recevoir dans leur pays et nous allons jouer ces matchs-là à l'extérieur. Donc ça sera un petit peu plus compliqué en même temps. Voilà, c'est dommage parce que je pense qu'à domicile, ça aurait été bien de partager ces rencontres-là avec notre public et puis de les jouer avec un maximum de connaissance du terrain, ce qui nous aurait permis d'avoir les chances au moins égales. Voilà tout ce que je peux dire. Ensuite, il y a l'Algérie qui n'est plus à présenter. On fera le maximum. J'espère qu'on aura retenu la leçon de la dernière fois. Et quoi qu'il en soit, maintenant, de toute manière, les dés sont sur la table. Il faut se concentrer et travailler pour envisager une éventuelle qualification pour cette CAN 2023 que l'on espère tous. La chronique juridique de cette édition traite du contrat de travail. C'est avec Maître Alfred Emmanuel, juriste également président du Raza Presse. Très bonne réception et au revoir. Aujourd'hui, nous parlons du contrat de travail. Alors, le contrat de travail
Qu'est-ce que c'est? Donc il faut retenir que le Code du travail définit le contrat de travail comme étant une convention par laquelle une personne physique s'engage, moyennant rémunération, à mettre tout ou partie de son activité professionnelle sous la direction d'une autre personne, physique ou morale, appelée employeur. Donc dans cette définition, nous voyons un rapport de subordination d'une personne à une autre. Une personne qui, elle, a des compétences professionnelles et cette personne s'engage à mettre ses compétences au service d'une autre personne, mais moyennant une contrepartie qu'on appelle la rémunération. Donc c'est ainsi que le Code du travail définit le contrat de travail. Maintenant, quels sont les différents types de contrats de travail que nous avons? Ici, dans la plupart des cas, on retient deux types de contrats fondamentaux. Sinon, on peut avoir plusieurs. Mais les principaux contrats de travail que nous connaissons ici ou que nous appliquons généralement sont le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée. Alors, comme déjà vous pouvez l'imaginer, le contrat de travail à durée déterminée, c'est celui-là qui est assorti d'un terme précis. Par exemple, un contrat conclu pour 6 mois, un contrat conclu pour 2 ans. Donc déjà les parties, dans le cadre de cette relation de travail, connaissent à l'avance la période d'échéance du contrat. À quelle période le contrat arriverait à prendre fin. Donc en dehors du contrat de travail à durée déterminée, vous avez également le contrat de travail à durée indéterminée, qu'on appelle généralement les CDI. Et les CDI sont ces contrats, comme déjà leur nom l'indique, qui sont ou bien qui ne sont assortis d'aucun thème précis. Là, les parties ont la faculté de continuer à garder cette relation professionnelle jusqu'à ce que cette relation de travail soit dénoncée par l'une ou par l'autre des parties contractantes. Sinon, a priori, il n'y a pas un terme qui déjà montre l'arrivée à terme du contrat. Donc, ça, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. Maintenant, la loi ou le Code du travail et la Convention collective interprofessionnelle ont prévu des conditions pour la validité du contrat de travail. C'est vrai, les parties ont la liberté, la latitude de s'engager, mais la loi réglemente l'engagement des uns et des autres. C'est pourquoi, au titre des conditions pour la validité d'un contrat de travail, on a ceci. Le premier point, c'est la question du consentement des parties. Tous ceux qui s'engagent doivent s'engager en connaissance de cause, doivent s'engager parce que les parties le désirent, parce qu'elles le veulent. Un contrat ou bien un consentement qui est donné sous l'effet de la violence, sous l'effet du dol, de la ruse, de la tromperie, est un consentement vicié. Et donc, par conséquent, ce contrat conclu sous l'effet de la violence ou sous le fait du dol, de la ruse, eh bien, ce contrat-là peut être frappé d'invalidité parce que le consentement n'est pas libre et éclairé. Quand on s'engage dans un contrat, le consentement a besoin d'être libre et éclairé. Il faudrait que les parties sachent ce à quoi elles s'engagent et qu'elles s'engagent en connaissance de cause. Donc, la première condition pour la validité du contrat, c'est le consentement des parties qui doit être un consentement donné de manière libre et de manière éclairée. Souvent, on peut assister à des situations dans lesquelles le contrat est donné sous le fait de la violence. Un mari, par exemple, peut contraindre sa femme de signer un contrat de travail alors qu'elle ne le veut pas. Peut-être même sous l'effet des menaces ou des chantages. Si tu ne conclus pas ce contrat, eh bien, ceci, cela. Donc, on lui fait des chantages. Donc, vous voyez, déjà dans cette situation, il y a une certaine violence psychologique. La personne s'est engagée, pas parce qu'elle le veut. Il y a un vice du consentement qui est là. Ou bien,
on peut avoir des situations dans lesquelles les parents peuvent contraindre les enfants à signer un contrat. Si vous ne concluez pas ce contrat, si vous ne vous engagez pas, et voilà, on vous dit des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Donc là, il y a une sorte de menace qui est là. Vous voyez, donc ces consentements donnés dans ce cas ou dans ces conditions-là ne sont pas libres et éclairés. Alors, après la question du consentement comme condition de validité du contrat, vous avez la question de la capacité. En droit, la capacité, c'est l'aptitude à jouir des droits et à s'acquitter des devoirs. Donc, ici, seul un sujet capable peut contracter, peut s'engager. C'est pourquoi la question des mineurs se pose, la question de la capacité. Donc, au Niger, on sait que la capacité, ou bien la majorité pénale est de 18 ans et la majorité civile est de 21 ans. Donc, ceux qui ne remplissent pas les conditions d'âge, vous voyez, là, la loi prévoit que ceux-là doivent remplir, ou bien les co-contractants doivent remplir cette condition d'âge afin de s'engager. Même si par ailleurs, le travail des mineurs, même au niveau national comme international, il est strictement réglementé. Mais ce que la loi pose comme principe, c'est la question de la capacité pour s'engager. Mais il s'est également posé, au titre de la capacité, la question de la femme mariée, ou bien la question du mariage, qui est un facteur d'émancipation. Parce que vous savez, un mineur qui contracte mariage, malgré qu'il soit mineur, peut être émancipé par le biais du mariage. Donc un mineur qui contracte un mariage se retrouve du coup comme un sujet capable. Et à ce titre, il est relevé de cette incapacité. Donc il peut valablement signer un contrat de travail. Et généralement, c'est pour les femmes ce sont les femmes qui ont cet obstacle. Mais le mariage vient ici leur donner cette émancipation. Donc, après la question de la capacité, vous avez également la question de l'objet et de la cause. Le contrat de travail doit avoir un objet, d'ailleurs l'objet qui doit être licite, et une cause aussi licite. Il peut y avoir des situations dans lesquelles les contrats sont fantaisistes, ou bien même que le contrat existe, mais il est démuni de tout objet sérieux. Un contrat qui n'a pas un objet n'est pas un contrat valide. Il faudrait qu'on sache ce sur quoi porte votre contrat de travail. Vous êtes recruté en quelle qualité? En qualité de juriste? En qualité de comptable? Votre travail, c'est évacuer les ordures? Votre travail, c'est être journaliste? C'est être rédacteur? C'est être caméraman? C'est quoi l'objet de votre contrat? Le contrat doit avoir un objet. Et un contrat qui n'a pas un objet est un contrat invalide. Parce que sur quoi est-ce que ce contrat porte? Vous voyez? D'où la pertinence de l'objet. Mais en dehors de l'objet, il faudrait que le contrat de travail ait également une cause. Une cause sérieuse. Une cause licite. Donc la cause ici, licite, est également une question, si vous voulez, fondamentale pour la validité du contrat de travail. Dès l'instant où la cause est illicite, elle est immorale, eh bien, l'objet ou bien si vous voulez, oui, la cause ici illicite invalide le contrat. C'est pourquoi la loi a prévu une cause licite du contrat pour qu'il soit valide. Donc voilà les conditions qui donnent la validité d'un contrat de travail. Maintenant, après ces conditions de validité du contrat, nous pouvons voir des situations qui peuvent suspendre le contrat ou qui peuvent mettre un terme complètement au contrat de travail. Quand vous prenez la question de la maladie peut suspendre le contrat de travail. Un salarié malade, eh bien, ne peut pas valablement exercer son travail. Donc, du coup, dans cette situation de maladie, le contrat peut être suspendu. Mais vous avez également certains événements qui peuvent arriver. Le salarié peut demander, si vous voulez, une sorte de permission pour convenance personnelle.
dans ce cas, il vaque à ses obligations, à ses occupations. Donc, dans cette situation-là, le contrat est suspendu jusqu'au retour du salarié. Il y a également d'autres cas comme, si vous voulez, des événements exceptionnels qui arrivent dans la vie du salarié, là également qui peuvent être des facteurs de suspension du contrat. Maintenant, en dehors de la suspension du contrat, vous avez la rupture du contrat de manière générale. Le contrat de travail peut être rompu, mais la rupture ici obéit à un certain nombre de conditions et de règles. Par exemple, un contrat de travail ne peut pas être rompu que pour une cause légitime ou bien une cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire, l'employeur ne peut pas se lever aujourd'hui parce qu'il s'est réveillé sur un pied gauche et qu'il dise à son salarié, ben, écoutez, je ne veux plus de vous aujourd'hui, levez-vous et partez, laissez mon bureau. Ce n'est pas possible. L'employeur, c'est vrai, peut le faire, mais s'il le fait, il y a des conséquences. Là, le juge peut qualifier ce licenciement comme un licenciement abusif parce qu'il est démuni de toute cause réelle et sérieuse. Si par exemple, le salarié a commis une faute grave, une faute lourde, par exemple un vol ou bien un abus de confiance, etc. Voilà des motifs qui donnent toute leur légitimité à la rupture du contrat de travail. Mais quand il n'y a pas une cause réelle et sérieuse, un motif légitime et sérieux, eh bien un contrat qui est rompu dans ces conditions-là peut être qualifié de licenciement abusif et par conséquent va entraîner une condamnation de l'employeur au versement des dommages et intérêts en dehors des droits qu'il doit payer. Voyez. Et c'est de la même manière que le salarié qui également à son tour décide de mettre un terme au contrat de travail doit également obéir à une procédure. Donc les obligations sont réciproques de part et d'autre. Pour le salarié par exemple qui désire mettre un terme au contrat de travail, il doit le notifier à son employeur, il doit lui donner un délai de préavis pour qu'il puisse chercher quelqu'un qui puisse le remplacer et prendre son poste. Vous voyez, s'il ne le fait pas, eh bien, il sera poursuivi pour démission abusive. Vous voyez, donc là, la démission, ou bien une démission irrégulière, parce que là, elle ne respecte pas les conditions. Eh bien, c'est de la même manière que l'employeur qui décide de mettre un terme au contrat de travail de son salarié doit également, s'il estime que le salarié a commis une faute, doit lui donner les moyens de sa défense. C'est-à-dire en lui infligeant une demande d'explication. Et maintenant, à cette demande d'explication, le salarié va apporter une réponse que l'employeur va examiner. Et après cette demande d'explication, il peut lui infliger une sanction. Soit, si vous voulez, une mise en demeure, un blâme, une mise à pied ou un licenciement. S'il va dans l'extrême en infligeant un licenciement, donc là, il doit lui donner un préavis. Un préavis qui varie en fonction de votre grade, 2 mois à 3 mois, etc. Donc, dans cette situation, le salarié, pendant ce temps, cherche un autre travail. Vous voyez. Et si il estime que il n'a pas besoin de ce salarié, il n'a pas besoin que le salarié fasse le préavis, eh bien, il lui paye le préavis en termes de salaire. Si c'est 1 mois qu'il lui doit, par exemple, il doit calculer 1 mois de salaire pour ajouter ça dans le calcul de ses droits. Donc là, l'employé n'a pas à faire le délai d'1 mois dans l'entreprise. Donc il part automatiquement. Mais le départ automatique dans ces conditions-là, vraiment résulte d'une faute grave. Tant que ce n'est pas une faute lourde ou une faute grave, là, rien ne prouve que le salarié quitte dans ces conditions. Mais en cas de faute lourde, le préavis n'est même pas obligatoire. Le salarié peut partir dans ces conditions et il perd souvent certains de ses droits. Donc, vous voyez, ce sont des questions tellement importantes qui doivent être connues des employés et des salariés afin que la relation entre salariés et employés soit des plus saines possibles. Donc, je voudrais terminer ici sur un dernier élément qui est d'ailleurs l'élément fondamental pour lequel on travaille. Si nous travaillons aujourd'hui, c'est parce que nous attendons un salaire. C'est parce qu'en contrepartie, nous savons que l'employeur a quelque chose pour nous, qui est le salaire. D'ailleurs, aujourd'hui, M. Hassan, si vous n'êtes pas payé, eh bien, je ne sais pas si vous avez continué de faire ce que vous êtes en train de faire, vous allez changer de travail. Et si même, peut-être, vous n'êtes pas bien payé, je suis sûr que vous allez chercher quelque chose d'autre, ou mieux que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, vous voyez que la question du salaire, elle est une question déterminante dans la vie du salarié. Donc, au titre des obligations de l'employeur, ce dernier a pour obligation de payer le salaire. Et payer le salaire à terme échu.
si le salaire, le non-paiement du salaire à terme échu est considéré comme une faute grave de la part de l'employeur, qui peut entraîner même la cessation de travail entre lui et le salarié. C'est tellement important parce que le salaire a un caractère vital, il a un caractère alimentaire. Et le juge protège le salaire de l'employé. Oui. Donc, voilà ce que nous pouvons vous dire sur le contrat de travail.